Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie d'Alexandra Celero, autrice et formatrice. Bonjour Alexandra, Bonjour Benjamin, bonjour merci, à toutes et tous, merci d'avoir accepté mon invitation. mais merci de me la proposer surtout. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ton livre Voyage au cœur de mon âme et comment est-ce que tu en es venu à exercer tes différentes activités? Oui, bien sûr. Alors, Voyage au cœur de mon âme est né justement du fait de mes activités. Donc, c'est vrai que j'ai commencé en étant thérapeute, donc en donnant des soins énergétiques à des adultes et des enfants. Et rapidement, j'ai été amenée à donner des formations pour apprendre aux gens à développer leurs capacités extrasensorielles et eux aussi, finalement, à donner des soins et devenir accompagnant dans ce milieu-là, donc dans ce milieu qui est un peu le milieu du développement personnel et spirituel. Et il y avait toujours des choses qui revenaient systématiquement, qui étaient cette phrase qui est mais pourquoi on ne nous a pas appris tout ça plus tôt? Et qu'est-ce que j'entends par tout ça? C'est finalement tout ce qu'on ne voit pas, notre part invisible, donc c'est-à-dire notre être, notre fonctionnement intérieur, notre compréhension de nos mécanismes intérieurs et des mécanismes de la vie, du vivant, et non pas finalement tout ce qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire à faire et non pas à être. Et de là, en fait, est née vraiment une envie de pouvoir un jour, je ne savais pas quand, proposer un livre rassemblant finalement tout ce que je pouvais transmettre dans les formations et donc donnant des notions, je dirais, essentielles et en même temps de base, et aussi des notions qui, pour moi, étaient importantes qu'elles restent simples et accessibles à toutes et tous, puisque finalement, la compréhension de la vie, de les lois de l'univers, des lois on pourrait dire, de notre intériorité sont des lois qui n'ont pas, je dirais, une portée élitiste, ni intellectuelle. En réalité, ça parle à une intelligence, oui, mais l'intelligence du cœur, ça parle directement à la conscience, à notre conscience. Et de ce fait, c'était important de pouvoir allier pour moi aussi bien le texte, mais un visuel, donc passer par l'image. J'avais vraiment cette envie de passer par l'image. Et c'est vrai qu'à travers les formations, j'avais cette tendance à, en tout cas, facilement dessiner, proposer des petits schémas, des petits dessins comme ça qui pouvaient créer des petits tilts intérieurs, des déclics qui ne se passent pas finalement par les mots ou à l'oral. Parce que les mots, ou en tout cas l'oral, à un moment donné, ou le texte, du coup, l'écrit vient surtout faire travailler notre mental. Et ça nous donne une compréhension mentale. Et quelquefois, à travers une compréhension mentale, certains vont avoir des déclics, mais pas tous. Pour certains, la compréhension, elle doit se passer dans un autre espace. Et donc, j'avais ce projet de pouvoir mêler et texte et dessin. Et, euh, et puis, voilà, ça a œuvré comme ça en moi. Au départ, j'ai pas trouvé forcément un éditeur tout de suite. Et puis, un éditeur s'est présenté. Et puis, suite au Covid, cet éditeur a annulé des projets, dont le mien. Donc, le livre ne s'est pas fait. Et donc, je me suis dit, bah, ok, c'est pas grave. Et finalement, bah, un autre éditeur l'a pris, qui est du coup les éditions Le Duc, qui sont du coup les éditions Le Duc. Et de ce fait, la chance que j'ai eue, c'est que en fait, mon éditrice, Sandrine, m'a permis de pouvoir proposer exactement l'ouvrage que j'avais envie de proposer, c'est-à-dire de faire un roman graphique, de raconter une histoire et que ça soit principalement que visuel, que par du dessin avec du texte et avec des exercices pratiques. Donc c'était vraiment la forme rêvée pour moi, celle même auquel je ne pensais plus parce que je voyais qu'il y avait un certain conformisme dans les livres spirituels, etc., que cette forme-là n'existait pas jusqu'alors. Et donc ça a été une bonne surprise de la vie, une grâce d'avoir cette autorisation en fait. Et donc voilà, est née l'aventure de ce livre et avec cette envie toujours de partager
des choses qui pouvaient nous sembler parfois beaucoup abstraites et donc de ce fait complexes, mais de pouvoir les simplifier, de les clarifier, de les rendre accessibles à tout à chacun pour pouvoir être bien en fait et vivre bien, vivre heureux dans notre quotidien. Voilà les intentions principales du livre, avec, comme le titre du livre l'indique, c'est Voyage au cœur de mon âme. Donc c'est un voyage qui est proposé à chacun, à chaque lecteur, et c'est un voyage de ce fait de retour à soi-même, avec cette reliance à son âme qui est symbolisée dans le livre par un soleil intérieur. Hmm. Alors, dans ce livre, justement, on suit le parcours de la conscience et de l'âme. Pour toi, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de ce processus-là et à quoi ça ressemble ce cheminement? Bah, le cheminement d'incarnation, je dirais que c'est un cheminement qui a plusieurs étapes. Déjà, il y a effectivement cette descente de l'âme à travers du coup différents plans de conscience. Donc, c'est-à-dire que nous sommes la conscience et cette conscience s'individualise, et en s'individualisant, eh bien, elle vient prendre des corps, elle vient s'habiller, si on veut. On est tout nu, on est ce soleil, et puis on vient s'habiller. Et en prenant ces habits, eh bien, forcément, on prend une forme. Donc, nous qui étions dans le sans forme, dans l'illimité, eh bien, on prend une forme et on devient limité. Et tout le jeu de l'incarnation, JEU, hein, le jeu, hein, c'est le jeu de la vie, ça va être de pouvoir, d'un côté, rester en lien avec ce soleil. Donc ça, c'est pas forcément ce qui nous est proposé dès l'enfance, mais ça pourrait être une autre proposition. Ça pourrait être cette proposition-là qui soit proposée aux enfants ou des petits. Mais en tout cas, actuellement, de par l'éducation, c'était autre chose qui nous était présenté et proposé. Mais de ce fait, l'idée va être de pouvoir se dépouiller à nouveau, en fait, de pouvoir se désidentifier de tous ces habits que l'on a pris, donc qui forment l'être de surface, et pas que l'ego, mais donc de se désidentifier du mental, de se désidentifier de l'émotionnel, se désidentifier également du corps physique, pour pouvoir retrouver qui l'on est. Et ça, ça a différentes étapes dans nos vies, forcément. Donc, il y a des cycles qui sont généralement et principalement des grands cycles de 7 ans. Mais on n'est pas tous rythmés sur les cycles de 7 ans. On peut être rythmé sur des cycles de 9 ans, de 8 ans, enfin, ça dépend. Ça, on peut aussi le savoir de manière astrologique. Mais en tout cas, voilà, il y a un cycle, il y a un rythme, il y a un tempo, en fait, il y a un rythme qui est donné par la conscience, qui est propre à chacun. D'ailleurs, si on regarde un peu nos vies en arrière, on voit bien qu'il y a eu des étapes, en fait, il y a des moments où on a été amené à se transformer énormément. On a été poussé, en fait, vers quelque chose de plus grand, de plus, de plus vrai, je dirais, de plus authentique, de plus proche de nous-mêmes. Et, euh, et ça, en fait, on y est tous soumis. Et pourquoi on y est tous soumis? Parce que finalement, la vraie mission d'âme que nous portons tous, c'est d'incarner notre lumière. Et d'incarner notre lumière, c'est d'incarner la lumière que je suis à l'intérieur de moi, et donc d'incarner vraiment ma couleur, ma singularité. Et ça, c'est l'âme qui le porte, qui l'apporte, cette singularité-là. C'est contenu dans notre âme. Et donc l'idée, ça va être de retrouver cette reliance pour pouvoir à nouveau être en lien avec cette aspiration profonde et Hmm. pouvoir la manifester ici sur Terre. Hmm. Et Voilà. justement, comment est-ce qu'on se reconnecte à cette part de soi, de son âme, disons? Tu te parlais de l'école tout à l'heure, du fait qu'à l'école, on nous enseigne beaucoup de choses et qu'on travaille beaucoup l'intellect, le mental, beaucoup de choses à apprendre. Et comment est-ce que l'on fait justement pour aussi reconnecter à cette dimension plus singulière de soi-même et se découvrir dans ce processus? Ah bah, il y a plein de manières de faire.
Déjà, effectivement, si on parle un peu plus là des enfants, on pourrait leur proposer des activités qui peuvent leur permettre de se reconnecter du coup à leur part créative, à leur lumière. Donc ça peut être des méditations, ça peut être tout simplement de parler de la vie, de ces notions-là, les mêmes notions qui sont abordées dans le livre. C'est un livre aussi qui plaît aux enfants et qu'on peut aborder aussi avec les enfants. Donc, c'est de répondre à leurs questions existentielles, parce que finalement, les questions existentielles que nous avons à l'âge adulte, nous les avons déjà eues à l'âge enfant. Et bien souvent, encore plus, elles sont encore revenues à l'adolescence. Donc, euh, donc là, c'est quelque chose qui est vraiment, je dirais, un changement de paradigme. Et c'est vraiment une volonté, pour le coup, c'est une volonté des parents. Ça implique vraiment consciemment les parents à, à nourrir l'intériorité de leur enfant. Donc ça vient par vraiment leur proposer ces espaces où on philosophe, où on médite, où on fait référence à leur âme, où on leur parle de leur âme, où on leur parle de ce qui ne se voit pas, où on leur parle de leurs émotions, où on leur parle aussi des phénomènes des pensées, enfin voilà, toutes ces choses-là. On n'est pas juste là pour apprendre à l'enfant à lire, à écrire et à trouver un métier dans sa vie. C'est pas ça le rôle de parent. Donc, donc ça passe par là. Et ensuite, pour répondre à cette question, à l'âge adulte, eh bien justement, ça va être ce cheminement de se dépouiller. Parce que pour retrouver le chemin vers soi, il faut déjà déconstruire tous les chemins qu'on a créés, qu'on a créés, qu'on a bâtis et qu'on a érigés, je dirais, euh, contre nous-mêmes, ou pour en tout cas, à un moment donné, nous protéger de quelque chose, mais qui nous empêche aujourd'hui d'avoir accès finalement à ce qui est déjà présent à l'intérieur de nous. Donc ça va être tout un ouvrage, tout un chantier, si on peut dire ça comme ça, de déconstruction de nos croyances, de déconstruction de notre histoire, de déconstruction des histoires que l'on se raconte et auxquelles on croit, une déconstruction de cette identification, encore une fois, à ses blessures, à ses émotions, une déconstruction de sa souffrance, de l'identification à la souffrance, aussi une déconstruction, je dirais, de sa propre histoire personnelle. Donc là, avec papa, maman, hein, on va dire ça comme ça pour simplifier. Donc c'est toute cette déconstruction-là et donc cette connaissance de nous-mêmes, hein, qui va nous permettre de pouvoir, à un moment donné, retrouver accès à ce qui était déjà là et à ce que nous sommes. Parce que finalement, quand on déconstruit tout ça, eh bien, qu'est-ce qui reste? Il reste le cœur du cœur. Donc, il reste ce que nous sommes. Donc, l'idée, c'est pas d'aller chercher ce que nous sommes, parce que finalement, c'est ça qu'on fait. Parce qu'on va chercher ce que nous sommes à travers ce que nous ne sommes pas. Voilà, c'est tout le jeu de la vie. Mais ensuite, ça va être à un moment donné, quand on a compris ça, quand on a intégré ça, ça va être d'arrêter de chercher. Ça va être de se poser avec soi, et là d'ouvrir un regard qui va être un regard intérieur. Et ce regard intérieur, ça va être un regard justement, le regard de la conscience, le regard de la conscience qui est là et qui observe tout, et de pouvoir s'identifier à ce regard-là. Donc de pouvoir à nouveau s'identifier à son être, à son âme et à sa propre lumière. Hmm. Et donc ça, c'est un autre chemin dans l'étape où après la déconstruction, il y a la phase d'identification. Et cette phase d'identification à sa vraie nature va nous permettre de révéler, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, toute l'aspiration de son être. Et donc, on va passer plutôt dans une phase où on va pouvoir manifester nos aspirations profondes. Mais il y a des étapes dans ce processus. Hmm. Et comme je disais tout à l'heure, c'est cyclique. Donc, ça, on y revient. C'est pas quelque chose de linéaire. Hmm. Donc en fait, c'est aussi reconnecter à cette présence de soi-même où quelque part tout est là et finalement ce qu'on cherche dans la vie est déjà en nous et c'est essayer de s'y reconnecter pour ensuite euh, poursuivre son chemin et manifester ce que l'on souhaite. Il y a cette dimension-là aussi de manifestation par la suite des aspirations de notre âme. Oui, il y en a forcément, en fait, de par notre véritable nature, nous sommes des êtres créateurs. Donc,
la manifestation, c'est dans notre nature. On est et donc on manifeste. Sauf que habituellement, encore une fois, on pense que on doit manifester pour être quelqu'un. On doit manifester pour exister. Donc on doit faire pour être. Or, en réalité, c'est tout le chemin inverse. C'est je suis donc je fais. Qu'est-ce que j'ai envie de vibrer maintenant? Et en fonction de ce que j'ai envie de vibrer maintenant, je vais être amenée du coup, eh bien, à créer des choses et donc à faire des choses. Et c'est dans ce sens-là que ça crée une harmonie intérieure. Et c'est dans ce sens-là que je suis réellement ce que je suis. Et non pas dans l'identification à ce que je fais pour être ce que je suis. Puisque dans ce cheminement-là, on va toujours essayer finalement de se prouver quelque chose. On va se prouver qu'on peut être quelqu'un, on va se prouver qu'on peut être reconnu, on va se prouver qu'on peut être digne, on va se prouver qu'on peut être entendu, qu'on va se prouver qu'on peut être à la hauteur. Mais nous le sommes déjà, en fait. Nous sommes déjà un être exceptionnel. Nous sommes déjà formidables. Par contre, quand on ne le sait pas, eh ben, forcément, c'est difficile d'aller manifester les choses à partir de ce formidable en nous et à partir de ce potentiel incroyable que nous portons à l'intérieur de nous. Donc, on va essayer, on va tâtonner. Effectivement, on va tâtonner, on va chercher. Et puis, par rapport à notre expérience et notre cheminement, la vie va venir nous enseigner, nous confronter, nous bousculer pour pouvoir pour pouvoir vraiment être en contact avec ce à quoi on aspire vraiment. Et tu vois, je rebondis sur ton mot, c'est-à-dire ce à quoi on aspire, c'est pas forcément ce que l'on souhaite. Dans le mot, tu as employé par exemple le mot souhaiter et ce sens du mot souhaiter, tout dépend qui souhaite à l'intérieur de nous. Tu vois, si c'est finalement mon ego qui souhaite, non, je vais pas forcément manifester ce que mon ego souhaite. Et d'ailleurs, la vie va m'amener ce plat, hein, va m'amener cette expérience pour goûter que finalement, non, c'est pas mon vrai souhait. C'est-à-dire que c'est pas la vraie volonté de mon âme. Tu vois? C'est-à-dire que une aspiration, c'est quelque chose de très profond et qui des fois, on a cette sensation que c'est au-delà de nous, c'est que ça ne dépend pas de nous, de notre petit jeu. Et comme j'aime bien le dire, tu vois, dans le mot aspiration, il y a le mot aspire, on est aspiré. C'est-à-dire qu'il y a une force qui t'aspire, qui est plus grande que toi, et tu peux rien faire d'autre que d'y aller. Parce que tu es poussé à ça. Tu sais même pas pourquoi, comment. Tu sais juste que c'est ça que tu dois faire là. Parce que finalement, tu écoutes cette aspiration, dans cette inspiration, tu écoutes ton cœur, tu écoutes ton être. Et du coup, forcément, tu vas être amené à réaliser quelque chose. Et qui est des fois au-delà de ce que toi-même, ton mental ou ton ego a pu te faire imaginer ou te faire croire. Mm. C'est bien plus grand que ça. Mm. Tu vois la différence? C'est un peu cette différence-là qu'on a des fois du mal à appréhender. Mm. C'est vrai que justement, de savoir de quel espace identifier, de quel espace on crée ou voilà, discerner ce qui vient de l'ego et de l'âme. Et donc, comme tu le dis, une des possibilités, c'est vraiment de ouais, différencier le souhait de ce vers quoi on est appelé, ce qui naturellement se fait selon nous et réussir à lâcher peut-être euh, il y a une part du coup de lâcher prise importante dans ce processus-là aussi entre émettre des actions et lâcher prise sur le résultat de ce qu'on va faire. Ah bah complètement. Complètement. C'est-à-dire que, comme j'aime bien me le dire, hein, souvent, c'est que à un moment donné, je sens une justesse, je sens une aspiration. Et puis cette aspiration, elle va justement générer en moi des actions. D'accord? Donc je vais poser des actions. Une fois que j'ai posé l'action, ça dépend plus de moi. Donc finalement, je m'attache plus au résultat. Parce que j'ai donné, si tu veux, le meilleur de moi-même. J'ai donné le meilleur de moi-même. Là, à ce moment-là, j'ai mis toutes les actions, en tout cas, en place pour. Et du coup, là, je suis maître de rien. Je vais laisser la vie me proposer. Donc, je vais m'abandonner, du coup, à la vie. Donc, c'est ce fameux lâcher-prise, ce fameux abandon, cette fameuse soumission, comme on peut le dire. En anglais, ça se dit surrender, mais c'est vraiment une soumission, mais une soumission
pas dans le sens du tout sacrificiel, hein. C'est une soumission dans le sens d'un vrai don, en fait, que l'on fait à la vie en nous-mêmes. Et ce don, cet abandon, si on veut, bien souvent, on le confond parce qu'on croit qu'on doit s'abandonner à quelque chose d'extérieur à nous. Mais en réalité, la chose à laquelle on doit s'abandonner, c'est à la vie en nous, c'est à ce que nous sommes. Donc, bien souvent, on dit, mais lâche prise, mais oui, je lâche prise. Parce que, ce qui ne lâche pas prise, c'est ce que je ne suis pas. C'est mon mental qui ne lâche pas prise. C'est mes croyances, à un moment donné, qui ne lâchent pas prise. C'est mes repères qui ne lâchent pas prise. Mais tout ça, c'est pas moi. Donc, plus effectivement, je vais m'abandonner à cette force que je suis à l'intérieur de moi, à ce soleil intérieur, peu importe le mot qu'on met au divin, à la source, à l'univers, mettez le mot que vous voulez, plus je vais être accompagnée à lâcher, effectivement, mais à lâcher dans la douceur, à lâcher dans l'amour. Euh, à- c'est un réel acte d'amour en réalité. C'est un réel acte d'amour que l'on fait pour soi. Et plus finalement on va lâcher, plus on va arriver à, je dirais que plus on va arriver à s'aimer, et plus on va arriver à aimer avec un grand A. Parce on vient complètement se fier à la vie. On vient complètement se fier au divin. Et c'est un acte de foi. C'est un acte d'amour et c'est un acte de foi. Et plus en fait on lâche ça, plus on décide finalement, si tu veux, comme si finalement on décidait de sauter dans le vide, et plus on s'aperçoit qu'il y a toujours la vie qui est là. Il y a toujours la main, on pourrait dire une main du divin, la main du divin, la main de l'univers, ce que vous voulez, et qui est toujours là en fait pour nous porter, pour nous guider, et donc pour nous apporter. Encore faut-il oser sauter. Ça, c'est encore autre chose. Mais faut-il oser sauter. Donc oui, effectivement, dans cette phase de dépouillement, il y a ce lâcher-prise et cet abandon qui est nécessaire. Mm. Et dans ce processus-là, tu parlais tout à l'heure de revenir à qui on est vraiment. Euh, donc, de se désidentifier de notre mental, des pensées, des émotions. Euh, Comment est-ce qu'on gère, disons, avec ces éléments-là, ces pensées, ces émotions? Je parle aussi bien pour les enfants ou ce qu'on leur apprend. Comment est-ce qu'on discerne qui l'on est au travers de l'amas de pensées quotidien, au travers des multiples émotions qu'on peut vivre dans la vie? Euh, Comment est-ce qu'on revient à soi et qu'on conscientise peut-être ce processus-là des pensées et des émotions? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ce Ouais, processus? il y a plein de manières, mais je dirais que je vais aborder des choses extrêmement simples. La première des choses, c'est la respiration, en fait. Puisque quand on est pris dans son brouhaha mental, comme je disais, ou brouhaha émotionnel, peu importe, ce qui se passe, c'est qu'on est pris dedans et on croit être ça. D'accord? Donc, on s'identifie à ça, on donne de l'importance à ça. Voilà, si je pense ça, c'est que je pense, donc je suis. Hein. Donc, je suis ma pensée. Et effectivement, il y a une part de vrai, puisque la pensée est créatrice et je deviens ce à quoi je pense. Donc, l'idée, ça va être encore une fois, décider qui j'ai envie d'être. Et donc, en fonction de qui j'ai envie d'être, je vais me mettre à, à choisir des pensées, à avoir le choix. Quand je suis ignorant vis-à-vis de moi-même, quand je ne me connais pas, quand je suis dans une forme d'inconscience vis-à-vis de moi-même, forcément, je peux pas ça. Je peux pas discerner, je peux pas trier, je peux pas prendre du recul. Par contre, du moment où je me connais, où j'ai connaissance de ces choses-là, c'est une première étape, et bien, je vais pouvoir commencer déjà à discerner les choses. Et un outil qui va être simple, ça va être la respiration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais pouvoir m'apercevoir que là, il y a trop de pensées, je suis pas bien, je suis dans un état de mal-être, tout simplement. Et c'est marrant parce que mal-être, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, et, euh, et donc, je vais pouvoir respirer, prendre un temps pour respirer. Et en respirant, je vais revenir à moi, à mon corps, tout simplement. Et en respirant, la respiration va me permettre de du coup calmer.
mon mental, calmer mes pensées, calmer mes émotions, faire descendre du coup les fréquences du cerveau, et du coup de pouvoir monter en vibration. Et à ce moment-là, je vais pouvoir sentir et observer que je ne suis pas mes pensées. Donc après la respiration, un outil simple, ça va être la capacité d'observer. La capacité de, si effectivement je peux observer mes pensées, si je peux observer mes émotions, ça veut dire que j'en ai conscience. Si j'en ai conscience, ça veut dire que je suis la conscience qui observe cela. Donc à ce moment-là, ça peut me créer un tilt intérieur en me disant, mais oui, en fait, je ne suis pas mon mental parce que si j'étais qu'un mental, je ne pourrais pas m'observer. Je ne pourrais pas observer ce champ mental devant moi. Si j'étais que des émotions, je ne pourrais pas observer tout ce champ émotionnel devant moi. Si j'étais que un corps, je ne pourrais pas observer tout ce champ émotionnel également, et mental et physique devant moi, autour de moi. Donc, je suis bien plus que ça. Donc, j'en ai conscience, donc je suis la conscience qui observe. Et à partir de ce moment-là, eh ben, je peux me positionner comme observateur ou observatrice de moi-même. Et je vais pouvoir apprendre à discerner. Je vais pouvoir observer du coup mes pensées, observer mes émotions. Et je vais commencer à pouvoir les trier, garder celles qui m'élèvent et pouvoir aller en même temps, garder celles qui m'élèvent et trier, pouvoir aller aussi écouter ce qui a besoin d'être écouté, reconnaître ce qui a besoin d'être reconnu, donc plus au niveau émotionnel. Des choses qui ont besoin de se dire, que j'ai mis sous le tapis. Et je continue de faire semblant de ne pas les voir. Et là, je vais pouvoir prendre le temps d'aller les observer, d'aller les rencontrer, d'aller les voir. Voilà, ce sont des outils assez simples, mais ça fait partie effectivement de ce détachement, hein, sur ce que nous pensons, sur ce que nous ressentons, sur ce qui nous traverse. Et encore une fois, ça fait partie de cette désidentification, qui était ta question. Et parce que de toute façon, plus on apprend à se connaître, plus on comprend que nous sommes des êtres multidimensionnels, la vie est multidimensionnelle, et qu'en permanence, nous sommes sur différents champs et plans de conscience, et que nous pouvons changer d'un plan à un autre très facilement, et que effectivement, j'ai le choix de choisir sur quel plan j'ai envie d'être, quel plan j'ai envie de me brancher. Et que en me comprenant vraiment, je peux aussi intégrer que chaque plan, chaque monde, donc le monde mental, le monde émotionnel, le monde physique, a ses propres mécanismes, a sa propre compréhension, a sa propre manière on a une manière de vivre dans ce monde-là. Et ça aussi, c'est très important à intégrer, à connaître. Quand on ne connaît pas, effectivement, ça va être difficile. On va dire, mais oh, voilà, c'est un chantier énorme. C'est trop pour moi, je commence par quoi? Non, je commence même pas, je suis déjà découragée avant d'avoir commencé. Et sauf que finalement, avec un petit peu de connaissances, euh, pas forcément grand-chose, hein, eh bien, on se rend compte que finalement, prendre conscience de soi-même et avoir connaissance de soi-même, ben, ça ouvre énormément de portes, énormément de clés, et ça nous permet enfin d'être bien et d'avoir du coup la vie de nos rêves. Hmm. Et donc, on peut aussi recontacter peut-être cet espace de liberté où, dans l'idée où on se désidentifie de nos pensées, de nos émotions, ben, on se libère d'elles et on peut choisir et donc avoir plus de liberté. Et ça marche aussi, j'imagine, pour les autres. C'est-à-dire que plus on a de recul sur ses pensées, émotions, moins on a de chance aussi d'être manipulé par l'extérieur de nous. Et tu parlais tout à l'heure de la dimension de l'amour de soi, quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Et enfin, du coup, cette question-là qui revient, comment est-ce que l'on parvient à s'aimer et comment est-ce que dès l'enfance, on peut déjà aussi réussir à s'apporter ce dont on a besoin et se l'apporter soi-même? Très bonne question. Comment est-ce que comment est-ce qu'on apprend à s'aimer? Eh bien, ça aussi, c'est, je dirais, un cheminement propre à chacun, mais
en réalité, euh, le cheminement du développement personnel et spirituel nous permet d'apprendre à nous aimer pour apprendre à aimer la vie et donc à aimer l'autre. Donc oui, oui, cela s'apprend, mais cela pourrait être, je dirais, entretenu dès le plus jeune âge. Parce qu'en réalité, quand nous naissons, nous sommes cet être qui aime, d'accord? Puisque nous sommes profondément reliés à la conscience, à notre conscience. Nous n'avons pas encore construit tous nos corps et donc notre corps mental n'est pas construit. Donc la conscience aime en nous, d'accord? Nous sommes des êtres d'amour. On le voit avec des enfants, hein. Nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres de lien, nous sommes des êtres sociables. Donc c'est tout, ça a toujours été là. Par contre, encore une fois, ce qui se passe, c'est tout ce que on nous a inculqué qui vient mettre des conditions à l'amour. D'accord? Donc ça c'est un chemin, pareil, encore une fois, de déconstruction intérieure. Et ce chemin, il peut être différent d'une personne à l'autre. Pour certains, le non-amour va plus se cristalliser à travers leur corps, hein, l'amour de leur corps ou le non-amour de leur corps. D'autres, ça va pouvoir se passer plus au niveau des relations, donc à travers leurs relations amicales, leurs relations amoureuses. Ça se joue et ça se cristallise à des endroits différents, suivant notre propre chemin. Mais l'amour de soi, c'est vraiment, je dirais, un processus, encore une fois, de connaissance de soi. C'est vraiment comprendre ce que nous ne sommes pas, hein. Ça fait partie de ça, comprendre ce que nous ne sommes pas. Et en comprenant ce que nous ne sommes pas, on va pouvoir arriver à se reconnecter du coup à cette part qui aime en nous. Et ça va être ensuite de pouvoir la laisser nous habiter, cette part qui aime en nous. La laisser pouvoir exister, la laisser pouvoir se stabiliser dans notre quotidien. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, automatiquement, on avait un regard jugeant et critique sur nous. Eh bien, on va prendre un regard d'amour et de bienveillance et d'indulgence envers nous-mêmes. Donc, ça va être sur plein d'aspects comme ça. Alors, au début, tout dépend par quel cheminement on passe. Il y a certaines personnes qui vont plus se tourner vers le développement personnel au début pour ensuite atteindre le développement spirituel, et puis certaines qui vont directement aller vers ce développement spirituel, c'est-à-dire vraiment cette reliance au divin, et ça va générer en eux cet amour d'eux-mêmes. Et d'autres, ça va être l'inverse, ils vont devoir d'abord aimer leur corps, aimer qui ils sont, aimer ce qu'ils font, aimer ce qu'ils réalisent, et pour ensuite arriver à aimer vraiment, à aimer la vie, à aimer, ouais, je dirais à aimer la vie. Donc pour moi, c'est un chemin vraiment, le chemin de l'amour de soi, c'est un chemin qui nous mène à la communion, qui nous mène à l'harmonie et à la réunion, vraiment à ne plus se juger, mais pouvoir s'autoriser à être plein de parts différentes, et de pouvoir du coup s'autoriser à exprimer ces différentes parts. C'est cette multidimensionnalité, donc cette multifacette, ces multifacettes, et ne plus à chaque fois les mettre en dualité, en fait, contre les autres, mais plutôt créer comme une équipe intérieure qui vient s'unir et se rassembler autour d'un cœur qui bat à l'unisson, comme un grand chef d'orchestre. Imaginons que voilà, notre cœur, notre âme, c'est un grand chef d'orchestre et et qu'en fait, ce grand chef d'orchestre-là, ben, il inclut tout. Il ne rejette rien, il inclut tout. Et il inclut toutes nos parts, et même nos parts les plus grossières, même celles qu'on n'aime pas, même nos défauts, même nos ombres, tout ça est inclus. Et il n'y a rien à exclure en réalité. Et la vie porte le même principe-là, un principe d'inclusivité, où il n'y a rien à exclure. Voilà. Donc, donc voilà pour répondre à la question. Et la deuxième partie de ta question, comment on peut l'apprendre aux enfants? Et ben ça encore une fois, c'est quelque chose qui peut s'apprendre
en plus de l'école, vu que l'école ne le fait pas actuellement pour le moment, pas encore, on peut en tout cas le proposer à la maison en permettant en fait déjà aux enfants de pouvoir apprendre à se regarder avec amour, à se regarder avec bienveillance, de pouvoir détecter leurs qualités, leurs faiblesses aussi. Hein. L'amour de soi, c'est aussi ça, hein, reconnaître nos faiblesses, nous reconnaître, mais du coup reconnaître nos qualités. Mais je dirais le principal finalement pour un enfant, pour apprendre l'amour de soi à un enfant, c'est déjà de l'incarner soi-même en tant que parent. C'est ça la vraie transmission. C'est déjà de l'incarner soi-même en tant que parent. Donc d'avoir ce regard d'amour et bienveillant, d'indulgent envers nous-mêmes. Et du coup, on va aussi le porter à notre enfant, ce regard-là. Par contre, si nous-mêmes, nous ne nous aimons pas et si nous conditionnons l'amour vis-à-vis de nous-mêmes, eh ben, on va forcément le conditionner aussi vis-à-vis de notre enfant. Parce que comment nous regardons un enfant, c'est comment nous regardons nous-mêmes. Comment nous regardons le voisin, un copain, un collègue, notre amoureux, peu importe, c'est comment nous nous regardons nous-mêmes. Parce qu'en fait, nous ne projetons sur les autres que ce que nous sommes. Donc nous ne pouvons voir chez l'autre que nous-mêmes. Donc tout va venir nous rejeter, nous projeter ce non-amour ou bien cet amour que nous avons pour nous-mêmes. Donc c'est ça le principal à, à intégrer et à incarner pour son enfant. C'est déjà l'incarner soi-même. Ensuite, si on l'incarne nous-mêmes, ça va être effectivement de lui exprimer ses qualités, de lui parler de ses qualités, de le faire des activités par rapport à ça. De faire des dessins, de faire par l'art, ça peut être aussi voilà, tout ce qui est par rapport à un miroir, mettre devant un miroir et d'apprendre à se regarder. Ça peut être de lui montrer, de lui montrer quand il se juge à travers ses mots, etc. Et d'être finalement ce référent qui vient l'indiquer, qui vient lui planter comme ça plein de petites graines d'amour pour lui-même et de lui apprendre après, effectivement, s'il a cette pensée-là, ça fait là, ça fait ça fait ça, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Est-ce qu'il pense que que ça nourrit l'amour en lui ou pas? Et puis aller, du coup, vers ce qui nourrit l'amour en lui. Donc, toujours encore, écouter l'enfant, écouter ce qu'il aime, écouter ce qu'il dit, écouter ses propos, prendre au sérieux ses propos et suivre, du coup, ses élans intérieurs. Donc, s'il aime vraiment quelque chose, c'est que cette chose-là, elle est importante pour lui, c'est que cette chose-là, elle le fait vibrer et elle vient nourrir l'amour en lui. Donc, ça va te permettre de fertiliser cette part-là, de la faire grandir et du coup de faire croître l'amour pour lui-même et l'amour en lui-même. Mm. Il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire que l'enfant va beaucoup apprendre de ce qu'il voit de ses parents, de son environnement proche, etc. Et à l'inverse, les parents vont aussi pouvoir beaucoup apprendre euh, grâce à leur enfant. J'avais lu une phrase comme quoi autant des parents font grandir leurs enfants en conscience, mais l'inverse est aussi vrai. Les parents, le fait d'avoir un enfant, c'est aussi une grande opportunité d'évolution personnelle, dans l'idée où on peut beaucoup, il y a une notion de miroir peut-être de ce qu'on va voir chez son enfant, c'est quelque chose qui va forcément nous faire travailler en nous. Ah bah c'est sûr que si tu veux, on vit tout seul dans un ashram, c'est plus facile d'être bien que quand on se confronte, entre guillemets, à une personne extérieure. Hein. Mhm. C'est plus facile d'être moine et de faire vibrer l'amour en nous-mêmes que d'aller avec un patron, avec des collègues, avec des amis, avec une chérie ou un chéri et avec des enfants. Donc oui, c'est certain. Avec les enfants, ça rajoute, je dirais, une complexité, puisque ça vient forcément faire jaillir et ressurgir l'enfant que nous avons été, et donc l'enfance que nous avons eue, ou celle que nous aurions aimé avoir.
D'accord? Donc ça rajoute cette complexité, cette facette-là. Et d'autant plus que, effectivement, les enfants sont, forcément, d'une part, un prolongement de la vibration des parents, même si euh, cet être a sa propre vibration, a sa propre couleur. D'accord? Mais forcément, quand on s'incarne, on prend avec nous, pas tout, hein, mais en tout cas, des mémoires transgénérationnelles, donc des mémoires portées par les parents et par les familles de ces parents. Donc, euh, donc oui, c'est une opportunité d'évolution pour le parent, et c'est une opportunité d'évolution en fait pour l'ensemble. Puisque c'est un peu, si tu veux, la famille, c'est un peu comme une cellule, un peu comme un corps humain et un peu comme la vie en réalité. C'est-à-dire que l'un pousse l'autre. C'est-à-dire que nous, notre part lumineuse la plus haute, la conscience, du coup, nous pousse, hein, à transformer des choses, nous pousse à grandir. Et une fois qu'on a dépassé ça, qu'on a atteint, si tu veux, cette étape, eh bien, ça va générer du coup une poussée vers l'extérieur. Et hop, ça va finalement, cette poussée va nous repousser à autre chose. Et ben, avec l'enfant, c'est la même chose, en fait. Cette âme vient, avant son incarnation, déjà, ça nous pousse à nous transformer. Et donc, on va se transformer. Donc, l'enfant arrive. Une fois que l'enfant est arrivé, ben, par rapport à ce que l'on va vivre, ça va nous pousser à nous transformer. Donc, on va grandir. Donc, ça va faire grandir l'enfant, qui va nous refaire grandir. Enfin, voilà, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle comme ça. Encore une fois, un cycle aussi, comme une spirale, mais une spirale du coup évolutive. Une spirale évolutive. Donc oui, l'enfant fait grandir le parent et le parent fait grandir l'enfant. En réalité, c'est un maillage comme ça, entre les différents protagonistes, hein, parce que maintenant avec la famille, on y met ce qu'on veut, hein, parce qu'il y a différentes formes de famille. Donc oui, ça vient faire grandir la famille au sens large, parce que ça vient faire aussi grandir les personnes qui gravitent autour, et les lignées aussi. Et par rapport justement à la, à la croissance de l'enfant dans toutes ses dimensions, euh, il y a des phases, j'imagine, où l'enfant est peut-être plus sensible qu'à d'autres. Euh, Comment est-ce qu'on peut peut-être accompagner certains enfants dans leur sensibilité ou dans leur, entre guillemets, hypersensibilité, dans un monde qui peut, sous certains aspects, paraître assez violent? Mm. Alors, ça, c'est intéressant comme question. L'idée, on peut le prendre d'une autre manière, c'est euh, dire ça comme ça. Pourquoi adapte-nous-rions les enfants hypersensibles à une société hyposensible? Pourquoi on demanderait du coup aux enfants de devoir se plier et de devoir être différemment de ce qu'ils sont pour pouvoir se plier à une société qui est hyposensible et une société qui ne permet pas à tout à chacun d'être ce qu'il est? Moi, j'ai ma réponse. Mhm. Après, chacun voit les choses avec son propre prisme. Moi, ce que je transmets là, c'est mon prisme. C'est mon prisme, hein. Je vois les choses avec ma vision de la vie. Mais voilà, pour moi, comment accompagner l'hypersensible? Mais oui, accompagnons les êtres hypersensibles. Accompagnons-les à être vraiment hypersensibles. Accompagnons-les à être ce qu'ils sont. Donc là, ça demande tout simplement pour les êtres hypersensibles, bah, de les accompagner. Alors moi, j'aime pas forcément le terme hypersensible, mais parce que en fait, ça met tout de suite un hyper et donc un hypo et donc une notion de trop. En réalité, aujourd'hui, les enfants qui arrivent, beaucoup seront déjà hypersensibles, puisque forcément, il y a une évolution de conscience, donc il y a une évolution de fréquence vibratoire, et donc forcément, les êtres qui s'incarnent sont bien plus évolués que nous et vibrent bien plus haut que nous. Donc à partir de ce moment-là, forcément,
plus on monte en vibration, plus on devient sensible. Donc, je vois pas où est le schmilblick là-dedans. Mais par contre, il y a un besoin, effectivement, encore une fois, d'apprendre à se connaître. Je pense qu'il y a un réel besoin aujourd'hui. La crise, elle est ici. La crise que nous vivons, c'est une crise de spiritualité. C'est ce besoin-là, en fait, de retrouver ce contact avec son âme, avec soi. Donc, comment accompagner les enfants, hypersensibles ou pas, j'ai envie de dire, mais accompagnons-les sur cette voie de la conscience. Accompagnons-les sur les voies de la connaissance de soi. Et cette connaissance de soi, encore une fois, c'est tout ce qu'on ne voit pas, toutes les parts non visibles. Dire les pensées, je ne les vois pas, mes émotions, je ne les vois pas, mes souffrances, mes douleurs, je ne les vois pas, et mon âme, je ne la vois pas. Mais par contre, mon âme, je peux apprendre à la ressentir. Mes pensées, je peux apprendre aussi à les ressentir. Mes émotions, je les ressens. Donc, tout ça, ces mécanismes-là, je peux les apprendre aux enfants. Et on peut les apprendre de manière très simple. Si on ne sait pas comment faire, effectivement, on peut se souder d'outils comme des livres. On peut aussi chercher des ateliers. Moi, c'est vrai que je forme des personnes à donner des ateliers spirituels pour enfants, à travers les livres que j'écris aussi pour enfants. Euh, et donc, c'est ça ce qu'on fait en fait dans ces ateliers. C'est une école nouvelle, mais c'est une école où on n'apprend pas ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et justement, on apprend tous ces mécanismes-là que j'enseigne aussi et je transmets aussi aux adultes. Mais ça, on les apprend dès l'enfance. Effectivement, les pensées. Donc, la construction des pensées, qu'est-ce qu'une pensée? Une pensée, c'est une énergie. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette énergie-là? À quoi je l'utilise? Vers quoi je l'utilise? Et comment je peux l'utiliser? À quoi ça sert une émotion? Également aussi. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps émotionnel? Comment je peux contacter mon intuition? Je peux me relier à mon étoile? Comment je peux du coup avoir plus confiance en moi? Puisque la confiance est complètement corrélée à la conscience de soi. C'est pas juste répéter des phrases positives pour avoir confiance. Donc, euh, donc oui, c'est tout ça. Et c'est aimer être soi-même. Voilà, c'est aimer être soi-même. Donc c'est comme ça qu'on peut accompagner les enfants hypersensibles ou pas Hmm. dans la société d'aujourd'hui. Hmm. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu aussi de tes livres dont tu viens de parler, ou pour enfants et des ateliers que tu fais un petit peu plus? Est-ce que tu pourrais Oui, nous en dire un peu plus? bien sûr. Alors les livres pour enfants, en fait, c'est une collection qui s'appelle Je suis une étoile et toi aussi. Et c'est une collection pour l'instant de 6 livres, mais il y en a 9. Sur chacun a un thème en fait précis et c'est une aventure où il y a une étoile en fait Naos, qui est une étoile intergalactique qui vient apprendre comment lui il voit la vie vue d'en haut et comment les étoiles elles vivent parce que les étoiles elles vivent du coup en harmonie et donc il vient transmettre sa sagesse aux enfants et particulièrement à euh, une famille où il y a un petit garçon, une petite fille et, euh, et donc, il vient transmettre cette sagesse-là et ils vivent des aventures à chaque fois différentes. Alors, dans la première aventure, on découvre justement la respiration magique, comment du coup chasser ses mauvaises pensées ou ses émotions dans un quotidien d'enfant. La deuxième, ça va être Dame la Terre, qui vient nous apprendre le fait que l'on est tous reliés. Donc, on est reliés aux autres, mais on est reliés à la nature. Et la nature, du coup, est reliée avec nous. Et le troisième, ça s'appelle le jeu d'amour. Et là, on va découvrir justement comment développer et comment arriver à s'aimer et incarner l'amour au quotidien. Et ensuite, les 3 derniers tomes. euh, donc là, on a 3 derniers tomes qui sont principalement sur l'hypersensibilité et donc le corps émotionnel. Le corps émotionnel est représenté par un petit personnage qui s'appelle Sensia. Et notre corps émotionnel va venir parler aux enfants il va le faire découvrir c'est quoi une émotion, c'est quoi l'hypersensibilité, comment on peut vivre avec ça, comment on peut en faire un super pouvoir. Également, on va apprendre à, comment dire, à s'endormir,
sans être embêtés en fait par ce qu'on peut voir. Donc les enfants aussi hypersensibles peuvent voir beaucoup le monde invisible et donc être bien connectés au plan de l'astral. Donc on vient aussi donner des outils aux enfants qui ressentent l'énergie des lieux, qui sont perturbés par l'énergie des lieux. Et donc ça, ce sont ces tomes-là. Et dans chaque tome, il y a une chanson qui est donnée comme une chanson mantra que l'on peut se répéter et qui est comme un outil en fait qu'on va se répéter en chantant et qui vient du coup nous permettre de vraiment nous relier à la compréhension, je dirais, à la ressource principale qui avait été donnée dans le livre. Voilà. Et ces livres-là sont également utilisés comme des supports pédagogiques dans les ateliers spirituels donnés aux enfants. Donc les ateliers, pareil, s'appellent des ateliers Je suis une étoile et toi aussi. Et dans ces ateliers-là, on vient à chaque fois, en prenant l'appui du livre, découvrir, encore une fois, nos fonctionnements intérieurs, découvrir comment on fonctionne et découvrir du coup des outils et des ressources pour être bien dans notre quotidien. Et ça passe du coup par des jeux avec les enfants, on passe beaucoup par des jeux. Il y a aussi des méditations. Donc on vient faire des méditations, on vient donner la parole aux enfants pour développer l'esprit critique et la pensée tout simplement créatrice de l'enfant, lui donner la possibilité de penser par lui-même. Donc on offre un espace pour pouvoir parler, s'exprimer sur un sujet, sur le thème du jour. Et puis ensuite on vient généralement, il y a un temps aussi pour pouvoir se décharger des émotions, apprendre du coup à se libérer de ce trop-plein, de ce qui se passe dans notre vie d'enfant. Et ensuite, on vient aborder le thème que l'on a vu dans le livre. On vient l'aborder de différentes manières, soit par le corps, soit par du coup, le mouvement, soit par l'art, par le dessin, ou soit par des jeux de rôle en fonction du thème abordé. Il y a plein de manières de vivre un atelier. Mais voilà en gros ce qu'on y fait. Génial, génial, ça laisse plein de belles perspectives pour, justement pour les enfants et pour la suite. D'ailleurs, toi, comment est-ce que tu vois l'avenir dans à l'époque dans laquelle on vit, on peut avoir différentes visions de l'avenir. Comment est-ce que toi, tu vois la suite et les choses? Alors, en toute transparence, je pense que les années qui arrivent ne seront pas forcément faciles. Euh, donc ça, il faut le savoir. Euh, voilà, il y aura des temps, on est dans un temps de déconstruction. Et en même temps, il y a une construction du coup qui se met en place. Mais il y a quand même un temps de déconstruction. On n'est pas à la fin, hein. Pour moi, on n'est qu'au début de cette déconstruction. Donc forcément, qui dit déconstruction, là c'est une vraie bonne déconstruction qui nous est proposée. Donc qui dit déconstruction, on dit voilà, à un moment donné des pertes de nos repères, mais principalement, je dirais le mot perte. Donc il faut s'attendre à perdre certaines choses. Euh, Perdre en tout cas un quotidien bien rangé, aussi bien cadré, bien normé. Mais je dirais que derrière tout ça, en fait, derrière cette notion, il y a une autre notion qui arrive, c'est la vérité. C'est une ère de vérité, c'est une ère du vrai, de l'authenticité. Donc, en perdant finalement ces repères, ces, ouais, ces repères, ces habitudes, ces, euh, ces fonctionnements habituels, ça nous permet de nous rapprocher plus de ce que nous sommes vraiment et de ce que nous voulons finalement incarner dans ce monde et ce que nous voulons pour le monde. Parce qu'en réalité, plein de personnes au fond d'eux avaient envie de vivre ce changement. Euh, on l'attendait, ce changement. En fait, beaucoup l'attendaient, ce changement. Donc maintenant, on est en train de le vivre et donc, il va falloir l'incarner. Voilà. Donc, ça va nous demander d'agir et je pense que ça va faire naître de très belles choses
de nouvelles choses qui se dessinent. D'ailleurs, il y en a certaines que on peut voir un peu se dessiner. Comme par exemple, toi, tu parlais effectivement de ton projet du moment de verger. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont émerger, beaucoup plus locales, beaucoup plus en lien avec les villages, avec les communautés locales. Donc, il y a aussi ce rapprochement, ce lien que l'on avait perdu, le lien avec le voisin, j'ai envie de dire. Et je pense que ça va être génial à vivre. Voilà. Donc, je suis de nature très optimiste, mais au-delà de ça, c'est pas parce que je suis optimiste que je suis pas réaliste. Donc, voilà, je m'attends à rien et en même temps, du coup, je m'attends à tout. Mais ce que je sais profondément, c'est que ça va nous permettre d'être réellement euh, plus vrai avec nous-mêmes et d'être dans notre vrai, dans notre vérité. Et je pense que c'est ça, ce qui est important pour chacun. En tout cas, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous, c'est vraiment de vivre sa vraie vie, quoi. Et c'est ce que je pense qui nous est proposé là, c'est de vivre notre vraie vie. Mm. Voilà. Ça dépend ce qu'on y met dans ce mot vrai, dans ce mot vie. C'est propre à chacun, c'est subjectif. Mais en tout cas, c'est proposé à chacun. Mm. Est-ce que toi, tu as toujours, euh, disons, suivi tes aspirations profondes ou est-ce qu'il y a un moment déclic dans tout ton parcours? Euh, je dirais que j'ai quand même très très vite suivi mes aspirations profondes. Par contre, il y a eu un déclic dans mon parcours, c'est-à-dire que de par mon éducation, j'ai fait un parcours classique dans la scolarité et je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire, en tout cas pendant pas mal de temps. Et donc j'ai fait principalement, entre guillemets, ce que mes parents voulaient que je fasse, quoi. Donc là, non, je ne suivais pas mes aspirations profondes parce que de toute façon, on ne me demandait pas de les suivre et on ne me laissait absolument pas la possibilité de les suivre non plus. Donc voilà, je sentais bien que j'allais pas faire ça toute ma vie, mais en même temps, j'ai choisi des études qui m'ont permis après, qui m'ont apporté, qui m'apportent encore, dans le sens où j'avais une certitude, c'est que j'avais pas envie d'être salariée. J'avais un côté déjà très entreprenant. Et, euh, et donc, je me suis tournée vers des études qui permettaient ça, en fait, tout simplement. Donc, des études de commerce qui permettaient de pouvoir créer sa société, d'apprendre les bases pour pouvoir créer une société, etc. Et aujourd'hui, effectivement, on peut dire que j'ai pas une société classique, mais c'en est une quand même. Donc voilà, en réalité, finalement, j'étais quand même sur cette voie, euh, même si, euh, même si elle n'était pas, comment dire, complètement choisie Mm. à ce moment-là. Dans l'idée où on est toujours sur sa voie et que quand on en prend conscience, quels que soient nos choix, on sera toujours ramené quelque part à se diriger encore plus vers nous-mêmes. Et, Oui, et, et donc, il y a cette idée-là aussi pour peut-être les personnes qui nous écoutent de se lancer dans la vie de leurs rêves et de suivre un peu plus qui ils sont chaque jour. Euh, et pour ça, il y a souvent le besoin d'aller au-delà de la peur. J'imagine que c'était déjà arrivé plusieurs fois dans ton chemin. Comment est-ce que justement on s'aide à passer par-dessus ce qui peut faire peur pour vivre sa vraie vie? je dirais que moi, j'ai un rapport particulier avec la peur, qui est une énergie hein, pour moi, et j'aime la peur, en fait. Même petite, j'aime même faire peur, entre guillemets. J'aime même surprendre. Donc, voilà, la peur ne doit pas. La peur est une énergie et c'est OK d'avoir peur. C'est OK de ressentir cette énergie, c'est OK d'être traversé par cette énergie. Par contre, ce qui est dommage, c'est d'être bloqué par cette énergie-là. Donc, il faut savoir que bien souvent, derrière quelque chose qui nous fait très très peur, en réalité se cache un cadeau, se cache quelque chose dont nous avons très 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 envie. Donc, plus nous avons peur, finalement, plus il y a un cadeau derrière. Donc,
Bien sûr, on ne le voit pas, bien sûr, on n'en prend pas conscience, bien sûr, on peut avoir les jambes qui flagellent, bien sûr, on peut devenir toute rouge, on peut avoir des sueurs, mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est d'oser, en fait, d'oser. Parce que il y a qu'en n'osant pas qu'on peut avoir en fait des regrets. Et il y a qu'en n'osant pas qu'on va continuer de créer un personnage qui subit sa vie. Par contre, quand on ose, bah là, on devient créateur. Peu importe ce qu'on y trouve, en fait. On a osé, on a expérimenté, et de par l'expérience, on apprend. On en tire forcément quelque chose. Et c'est en passant à l'action, en fait, en osant, qu'on va pouvoir s'ajuster. C'est pas en continuant sans cesse d'y penser. Parce que quand on y pense, on ne sait pas quel goût ça a, et on ne sait pas si on aime ou on n'aime pas. Ça ne veut pas dire que quand on va oser passer le cap, on va tout de suite trouver le truc rêvé ou la vie rêvée et qu'elle va se dessiner tout de suite parfaitement. Non, ça, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de l'ajustement. Mais c'est en faisant qu'on va le trouver cet ajustement. Mm. C'est pas juste en restant là dans son canapé. Mm. Par contre, en restant dans son canapé, on a l'impression de subir sa vie et que la vie, elle passe et que nous, on fait rien. Et donc, on va envier les autres, on va être jaloux, on va nourrir des aspects de nous que l'on n'apprécie pas et qu'on n'apprécie pas ressentir. Et on a raison de ne pas apprécier les ressentir parce qu'on a envie d'autre chose. Donc, bah, c'est à nous de créer cette autre chose parce qu'on a cette capacité-là. On Mm. est créateur, donc on a la capacité de créer cette autre chose et de créer ce que nous voulons et de créer ce à quoi nous pensons. Parce que si nous pensons, c'est que nous pouvons le créer. Si nous pouvons nous l'imaginer, c'est que nous pouvons le créer, pas quelqu'un d'autre. Vous, sinon vous auriez pensé à autre chose. Sinon vous seriez imaginé autre chose. Et c'est ça le vrai pouvoir de la pensée, c'est de pouvoir manifester sa pensée. C'est de pouvoir justement incarner cette idée, cette idéal. Al, ça veut dire le Père, ce qui veut dire la source, le divin. Donc cette idée du Père, cette idée de ma source en moi, de la source que je suis, eh ben, je peux la manifester si je l'imagine, c'est que je suis en capacité de la vivre. Donc après, quitte à chacun. Mm. Mais effectivement, ayant la capacité de, ben, ce serait dommage de rester dans le canapé. Mhm. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast. Je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? J'aurais envie de dire, aimez-vous et aimez la vie que vous vivez. Hmm. Bien, merci beaucoup. Vous pourrez retrouver dans la description de ce podcast les différents liens vers le site internet et les activités et les livres d'Alexandra, que je vous recommande fortement, qui sont vraiment aussi bons à lire que plaisants à suivre et à intégrer surtout, avec aussi pas mal de possibilités d'exercices proposés à l'intérieur, même beaucoup, donc ils sont vraiment très très riches. Dans la description du podcast, vous trouverez également un lien pour soutenir la plantation d'arbres fruitiers et la création de forêts comestibles. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez l'appel. Encore merci Alexandra pour ce moment partagé Merci Benjamin, merci beaucoup. et à bientôt pour un prochain podcast.